10h, 11h, Le grand rendez-vous Europe 1. avec les échos et CNews. Mathieu Boccoté, Stéphane Dupont, Pierre de Villeneuve. Bonjour à tous. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Pierre de Villeneuve. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes la ministre de la Transition énergétique. Avec vous, on va parler du nucléaire, mais aussi et toujours des retraites, de l'immigration, alors que le président de la République est au plus bas dans les enquêtes d'opinion et que le quinquennat vient presque tout juste de commencer. Pour vous interroger, je suis entouré de Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et de Mathieu Boccoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Le 8 juin prochain, Agnès Pannier-Runacher, l'Assemblée nationale examine la proposition des LIOT d'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que vous pensez que cela mérite un débat ? Écoutez, évidemment, nous sommes contre cette loi d'abrogation, ce projet de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, il va falloir être responsable. Le sujet que nous avons sur la table, c'est plus de personnes qui deviennent retraitées, parce que l'espérance de vie s'est allongée, et moins d'actifs. Et donc un déséquilibre entre ceux qui financent les retraites et les dépenses qui doivent être financées pour payer ces retraites. Donc ça ne mérite pas un débat à l'Assemblée ? Ce débat, il a eu lieu. Ce débat, il a duré longtemps. Ce débat, il a fait l'objet de longues concertations pendant plusieurs mois. Et effectivement, il a trouvé un aboutissement dans cette loi qui a été promulguée Donc il y a vous allez quelques tout faire semaines. pour rejeter ce débat à l'Assemblée ? Ce n'est pas l'objectif que nous avons. Nous voulons juste poser les choses. D'abord, je veux dire que le député qui porte cette réforme, Charles de Courson, c'est particulièrement étonnant puisque c'est le même qui, il y a 10 ans, voulait à corps et à cri une retraite à 65 ans. Il l'a revendiqué, il le passait dans des amendements dans les projets de loi de finances. Aujourd'hui, il a manifestement changé d'avis. Pourtant, nous vivons plus longtemps par rapport à il y a 10 ans et tout le monde s'accordera à dire qu'il y a que les jeunes arrivent plus tard sur le marché du travail. Mais les oppositions vont crier au déni démocratique, que vous ne voulez pas de débat à l'Assemblée, que vous voulez pas, et qu'il y a eu le 49.3, que les députés n'ont pas pu se prononcer sur le texte. Là, ils ont une deuxième occasion de le faire. Comment pouvez-vous leur dire non, circuler, il n'y a rien à voir ? Alors, le gouvernement ne dit pas non, circuler, il n'y a rien à voir. Nous appliquons la Constitution et nous avons un projet de loi qui arrive, une proposition de loi, qui arrive à l'Assemblée nationale. Mais nous pesons des mots sur les choses. Une proposition de loi à 15 milliards d'euros non financée. Ah, c'est 15 milliards, c'est plus 18. C'est contraire à la Constitution. C'est contraire à la Constitution. Je suis faire désolée. Donc c'est une réalité. C'est contraire à la Constitution ou est-ce que c'est inconstitutionnel, comme l'a dit Madame Borne ? Contraire à la Constitution, inconstitutionnel, on joue avec les mots. On peut demander à un professeur de droit constitutionnel, je pense qu'il y verra une différence. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il faut le dire, il faut reconnaître cette situation-là. Et effectivement, débattons du fond du sujet, comment finance-t-on les retraites ? Est-ce qu'on augmente les cotisations et donc on diminue le pouvoir d'achat des Français ? Est-ce qu'on baisse les pensions ? Est-ce que vous pensez sérieusement qu'aujourd'hui, on peut baisser les pensions ? Non, mais... Parce que ce débat a eu lieu, il n'y a pas de doute là-dessus. Et je pense que la question qui se pose à travers ce projet, c'est le gouvernement considère que la question est terminée. Il faut passer à autre chose. Et une partie de la population, peut-être une majorité, considère que le débat n'est pas terminé, qu'il reste une dernière page à tourner, une dernière étape à franchir. Est-ce que vous sentez dans le pays le fait qu'une partie importante de la population dit « c'est pas terminé, il nous reste une dernière étape à faire » ? Moi, je sens dans le pays, j'étais encore sur un marché à Lens vendredi dernier, qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en accord avec ce projet de loi. C'est cette loi aujourd'hui qui a été promulguée. Mais je rappelle qu'il y a eu un vote sur le texte, que le courage politique, c'est aussi d'être capable de faire des réformes impopulaires et que le peuple souverain aura toute possibilité de voter lorsqu'il y aura des élections. Nous sommes dans un pays où il y a des élections. Est-ce que la population est déjà en train d'accepter la loi retraite finalement ? Est-ce qu'on est déjà au moment de la digestion ? En fait, lorsque j'étais sur ce marché, les questions qui remontent, ce sont beaucoup de questions autour du pouvoir d'achat et beaucoup de questions autour de la pénibilité des emplois. C'est-à-dire que derrière la crainte de devoir travailler 2 ans de plus, c'est est-ce que, à titre personnel, ou est-ce que mes proches seront capables de travailler 2 ans de plus dès lors que j'ai un métier qui est particulièrement pénible. Et cette crainte, elle est totalement légitime.
Et cette crainte, nous devons aujourd'hui la traiter, c'est-à-dire traiter la question de la pénibilité des métiers. Mais revenons sur le dossier politique. Là, Charles de Courson, qui était invité sur Europe cette semaine, il dénonce une dérive autoritaire du pouvoir. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez, Charles de Courson? C'est pas un dangereux gauchiste, c'est quelqu'un qui vient du centre. Si lui le dit, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Moi, j'aurais tendance à répondre qu'il faut être un peu sérieux. Une dérive autoritaire du pouvoir, nous ne serions pas sur ce plateau avec des journalistes qui posent des questions très directes et avec des oppositions qui sont très vocales dans les médias et dans la rue. Ça, c'est pas une dérive autocratique. Il dit d'Emmanuel Macron qu'il est un peu hegelien, que dès lors qu'il est maintenant à la tête du pouvoir, il dit c'est comme ça. Et Charles de Courson dit bah non, c'est pas comme ça que fonctionne une démocratie. Non, parce que ce que veut le président de la République, c'est effectivement prendre le temps de la concertation. Ce qu'il a fait. Il l'a fait sur les retraites, il a lancé le Conseil national de la refondation, il a mis toutes les parties prenantes autour de la table, les représentants des élus locaux, les représentants des syndicats, les représentants des fédérations professionnelles, des associations environnementales, des associations qui luttent contre la précarité. Des représentants, 70 à 80% des Français sont contre cette réforme. Pourquoi ne pas accepter l'idée d'un référendum? Mais, encore une fois, parce que le courage politique... c'est le courage politique. Le courage politique, c'est d'aller jusqu'au bout d'un programme qui a été porté, sur lequel il n'y avait aucune ambiguïté. Il a été porté pendant la campagne présidentielle, il a été porté pendant la campagne des législatives, il a été ensuite soumis à la concertation. Nous proposions initialement un départ à la retraite à 65 ans. Finalement, nous avons écouté, nous avons proposé un départ à la retraite à 64 ans. Il y a eu un certain nombre d'avancées. Je rappelle qu'avec la mise en place de cette loi, dès le 1er septembre, 2 millions de Français vont voir leur retraite augmenter parce que nous agissons pour augmenter les retraites les plus petites, ce qui me paraît aujourd'hui légitime dans le contexte d'inflation et de questionnement sur le pouvoir d'achat. Donc oui, nous portons un choix politique. Il y a eu un vote, nous sommes allés jusqu'au bout et effectivement, aujourd'hui, nous travaillons à répondre aux préoccupations des Françaises, qu'elles soient celles du pouvoir d'achat, celles de la pénibilité des métiers, celles de l'emploi en général. Mathieu Bock-Côté. On retourne sur les dernières années. Est-ce que vous avez souvenir d'une période où la situation politique et sociale, surtout sociale, est aussi tendue en France? Alors, je crois qu'à chaque réforme difficile, il y a eu une grande mobilisation et effectivement une grande tension en France. Les réformes de retraite, on ne se souvient plus des tensions autour de la réforme Touraine, par exemple, qui date de 2013 et qui, je le rappelle, portait le nombre d'années de cotisation à 43 ans, ce qui fait que lorsque vous démarrez à 21 ans dans la vie professionnelle, vous partez pour avoir une retraite complète à 64 ans. Je le rappelle quand même. La situation est peut-être plus violente, plus difficile. Vous sentez quand même l'originalité de la situation présente, à quel point les tensions sont vives. Je pense qu'il faut peut-être pondérer un peu ce point de vue. Je donne juste un chiffre. Relativiser finalement? C'est peut-être moins grave qu'on le croit. Je donne juste un chiffre. L'indice de popularité, vous le dites, du président de la République est au plus bas. Ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir, il est à 31%. Il est 10 points de plus au-dessus de celui de son prédécesseur François Hollande et 7 points de plus au-dessus de celui de Nicolas Sarkozy lorsqu'il a été au plus bas. Donc, finalement, vous voyez, ça va mieux qu'on le croit. On est toujours autour du seuil critique des 30%. C'est pas si grave alors. Gouverner, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que gouverner, nécessairement, vous vous soumettez à la critique. Et c'est normal. Et c'est légitime. Et on ne demande pas aux Français d'être d'accord avec tout ce que nous faisons. Mais vous sentez la violence dans le pays. Mais il est important. Deux choses. Y compris contre les élus. Il est important pour nous de continuer à travailler au service des Français. Ensuite, là où je vous rejoins, c'est que les violences contre les élus, et d'ailleurs qui ne concernent pas uniquement les élus de la majorité, qui sont des violences qui montent, un grondement qui monte depuis quelques années contre la classe politique. Ces violences sont inacceptables. Elles sont le fait des extrêmes, et il faut nommer les choses. Ce sont des violences qui sont le fait des extrêmes. Ce qui est arrivé au maire de Saint-Brevin, ce sont des violences qui sont le fait de l'extrême droite. Mais je vous rassure, il y a aussi des violences qui sont le fait de l'extrême gauche. Et il faut nommer ça. Et il faut protéger les élus parce qu'il faut être fier d'avoir des élus qui s'engagent, qui sont souvent quasiment dans le bénévolat et qui aujourd'hui portent les intérêts. Mais la colère sociale se réduit à la stratégie des extrêmes pour vous?
Je crois que... Je parle de la colère sociale, je ne parle pas que de la violence, la colère sociale que l'on Non, vous sentait. avez différents sujets. Vous avez, et encore une fois, quand je vous parle du bassin minier où j'habite, et qui est un des lieux les plus pauvres de France, vous l'entendez, cette colère. Vous l'entendez, ces gens qui vous disent « j'ai du mal à finir mes fins de mois, je ne sais pas comment remplir mon caddie, je suis inquiet pour l'avenir de mes enfants ». Et cette colère, il faut y répondre par des choses concrètes. C'est ce que nous faisons quand nous mettons en place la solidarité à la source, par exemple. Mais justement, les syndicats dénoncent le mépris d'Emmanuel Macron. Encore ce matin, dans le JDD, Laurent Berger dit qu'on les écoute pas, qu'on les traite comme des moins que rien. Est-ce que Emmanuel Macron n'a pas sa part de responsabilité aussi dans cette colère sociale ? Moi, je vois surtout un gouvernement qui réunissait encore la semaine dernière autour de la Première ministre les organisations syndicales et qui prenait note des champs de travail sur lesquels ces organisations syndicales veulent avancer. Que ce soit les rémunérations, que ce soit, encore une fois, et je le nomme, la pénibilité du travail, le sens du travail, avec une proposition de loi qui est en train d'être travaillée avec ces organisations syndicales. Agnès Pannier-Runacher. Ça s'appelle le dialogue social, je crois. Ça. Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, est notre invitée. On revient dans un instant. Villeneuve. Retour sur le plateau du Grand Rendez-vous avec notre invitée, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Juste avant d'en venir à cette main tendue d'Emmanuel Macron aux classes moyennes, qui sont, selon les sondages, 70-75% de la population. Il y a beaucoup de gens qui pensent être dans justement cette catégorie des classes moyennes. Juste une question sur les milliards qu'on pourra économiser grâce à cette réforme des retraites. Vous avez dit 15 milliards, Madame Borne parle de 18 milliards, donc déjà c'est pas vraiment le même son de cloche. L'article 40 de la Constitution qui signifie qu'on ne peut pas déposer une proposition de loi qui affaiblirait les ressources publiques, les ressources de l'État. C'est sur cet article que Mme Borne dit que cette proposition Lyotte d'abrogation de la loi de la réforme des retraites serait inconstitutionnelle. Mais ces 15 ou ces 18 milliards, c'est hypothétique, on ne les a pas encore sur la table. Alors pourquoi est-ce que déjà le gouvernement dit « oui, c'est inconstitutionnel puisque ça prive l'État des ressources », alors qu'on ne les a pas encore vues? En fait, la Constitution, elle est construite aussi de manière prospective, c'est-à-dire que tout ce qui va alourdir la charge publique doit être compensé. C'est le principe qui est prévu dans la Constitution. Mais c'est hypothétique. C'est pas tout à fait hypothétique de dire que vous avez moins de recettes, c'est-à-dire les gens qui travaillent, moins d'actifs qui payent pour financer le système de retraite, et plus des dépenses, c'est-à-dire plus de retraités. Donc, vous conviendrez avec moi que quel que soit le chiffre dont on parle, c'est plus de 10 milliards très largement, et c'est clairement un impact majeur sur les finances publiques, et puis c'est un impact récurrent, c'est-à-dire que chaque année, le problème se repose. Donc je crois que de ce point de vue-là, ceux qui sont dans l'irresponsabilité aujourd'hui, ce sont effectivement les oppositions qui mettent sur la table un projet de loi sans nous dire, une proposition de loi, sans nous dire comment on le finance. Et lorsqu'on va chercher les moyens de financement, eh bien, c'est toujours autour des mêmes leviers. Il faut payer plus de cotisations, donc c'est directement les actifs qui perdent du pouvoir d'achat, ou alors il faut que les pensions diminuent, donc c'est directement les retraités qui en font les frais. Ou alors il faut augmenter la dette. Mais il n'y a pas de mystère. Justement, Agnès Pannier-Runacher, le ministre Bruno Le Maire ne cesse de dire qu'on est à l'euro près. Vous nous expliquez qu'on va faire des économies avec la réforme des retraites. Et dans le même temps, le président de la République nous annonce en début de semaine qu'on va faire 2 milliards de baisse d'impôts supplémentaires pour les classes moyennes. Est-ce que vous pensez que ces 2 milliards, c'est à la hauteur du problème? Les classes moyennes, vous en parliez tout à l'heure, elles ont du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Est-ce que 2 milliards, c'est à la hauteur du sujet? Est-ce qu'il faut vraiment baisser les impôts? Alors, je trouve un peu curieux, alors que tout le monde reconnaît que la France est la championne des impôts, que l'on se réécrit lorsqu'on propose de baisser les impôts. L'enjeu, effectivement, c'est de pouvoir redonner du pouvoir d'achat, et de le redonner en particulier à ceux qui aujourd'hui travaillent, à ceux qui aujourd'hui font tourner le pays. Et je pense que ça, c'est légitime. Deuxième chose, nous avons baissé les impôts depuis 6 ans. Nous les avons baissés de 52 milliards d'euros. Et grâce à ça,
la France est devenue la championne des impôts. Et je préfère une France qui soit la championne des emplois, pardon. Oui, je préfère une une France. Ça, il n'y a pas de problème. Je On peut préfère faire ce genre de lapsus. Tout à fait, vous avez complètement raison. Et précisément, je vous le dis nettement, je préfère une France qui soit la championne des emplois, avec aujourd'hui un taux de chômage qu'on n'a jamais connu depuis 1982, qui est à 7,1%. Mais sa baisse d'impôt, elle est critiquée parce qu'elle n'est pas financée, parce que ça va être financé avec du déficit. C'est pour ça qu'elle est critiquée. Alors, c'est inexact puisqu'elle est bien dans la trajectoire de notre programmation pluriannuelle des finances publiques, celle que nous avons d'ailleurs transmise à la Commission européenne, et elle intègre bien le retour à 3% de déficit public. Donc, nous sommes effectivement sur une ligne où nous mettons en œuvre le programme porté par le président de la République pendant la présidentielle, qui vise effectivement à redonner du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent en particulier, aux classes moyennes, Attendez, qui aujourd'hui sont Vous venez de dire qu'on va retrouver les impactés. 3% de déficit qui ont été mis entre parenthèses, pour ne pas dire oubliés, pendant toute la période du Covid. Mais je crois que Bruno Le Maire a été très clair, et Gabriel Attal également, sur ce sujet-là. Nous avons une trajectoire de retour à 3% de déficit public en 2027. Avec une baisse qui est progressive. Et je rappelle une chose, c'est que depuis 6 ans, chaque année, nous avons fait mieux que ce que nous avions mis dans le projet de loi de finances. Nous sommes la seule équipe gouvernementale à avoir fait mieux que ce qui était dans les projets de loi de finances en termes de prévision budgétaire. Alors, vous avez mentionné le rapport à l'impôt, c'est-à-dire le fait que les classes moyennes, quelquefois, se sentent écrasées par l'impôt. Il y a une petite musique qui joue dans l'espace public. En ce moment, on parle d'une crise du consentement à l'impôt. C'est-à-dire de plus en plus de gens, finalement, se disent on paye trop pour ce que ça nous rapporte et on accepte de payer des impôts parce que sinon on ira en prison. Mais globalement, le consentement moral est de moins en moins présent. Est-ce que vous sentez cette crise aussi? En tout cas, on sent une nécessité d'avoir des services publics qui soient à la hauteur de nos impôts. Et c'est pour ça que nous réinvestissons dans les services publics. C'est pour ça que, après nos prédécesseurs qui avaient plutôt été en repli sur les services publics, nous remettons du service public sur les territoires, nous remettons des maisons France Service qui vont permettre aux gens de plus en plus de services publics et de moins en moins d'impôts. Est-ce qu'un jour, il ne faut pas choisir d'une manière ou de l'autre? Alors, lorsque nous remettons du service public sur les territoires, nous permettons aussi d'avoir un meilleur fonctionnement des services publics. Et puis je vais prendre d'autres exemples. C'est dû en même temps économique. Et exactement. Et je vais prendre d'autres exemples. Pourquoi aujourd'hui nous avons un taux de chômage qui est le plus bas que nous avons connu depuis 40 ans? Parce que nous avons réinvesti dans la formation professionnelle. Parce que nous avons réinvesti dans l'apprentissage. Et parce qu'aujourd'hui, nous allons réinvestir dans les lycées professionnels. Sur le papier, c'est des dépenses budgétaires. Mais à l'arrivée, ça fait moins de RSA, moins de chômage, moins de dépenses du fait parce que nous avons créé des emplois. Nous avons créé plus d'1 million d'emplois ces 6 dernières années. Et ça fait la différence. Et il ne faut pas confondre la dépense budgétaire qui effectivement pèse durablement sur le budget et celle qui permet au fond de rendre la vie meilleure aux Français, de leur permettre d'avoir accès à un meilleur emploi et de diminuer le taux de chômage. Parlons d'argent, Agnès Pannier-Runacher. Le tarif réglementé du gaz disparaît le 1er juillet. Est-ce que vous pouvez garantir aujourd'hui aux Français que leur facture ne va pas s'envoler cet été? Alors, je constate une chose, c'est que le prix du gaz est en train de baisser en France, en Europe et dans le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le tarif réglementé du gaz n'a rien de réglementé. C'est un tarif de marché. Et donc, comme vous le savez, le tarif réglementé du gaz qui est présenté par nos oppositions comme une protection, il a augmenté de 100% entre octobre 2021 et octobre 2022. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les Français n'ont fort heureusement pas eu à payer cette augmentation? C'est la mesure prise par le gouvernement de mettre en place... quand même 15% en plus. Tout à fait. Cet hiver, mais vous m'accorderez que 15%, ce n'est pas 100%. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et qu'est-ce qui l'a permis? C'est la mise en place d'un bouclier énergétique par le gouvernement. L'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement de faire en sorte que les Français bénéficient du prix du gaz sur les marchés, qui est aujourd'hui revenu en dessous de ce qu'il était pendant la crise énergétique de l'année dernière. Et nous le faisons avec le système que nous mettons en place, c'est-à-dire d'avoir notre commission de la régulation de l'énergie, qui est une autorité indépendante et qui va donner un tarif, qui va donner un tarif de référence. Et sur la base de ce tarif de référence, alors
les Français Madame- pourront choisir Madame le meilleur contrat de gaz et finalement, nous aurons un Comme système l'électricité. qui est très proche de celui que nous avons aujourd'hui. Oui, Madame la Ministre, mais compte tenu de la forte volatilité là, des prix du gaz là, avec la guerre en Ukraine, est-ce qu'il n'aurait pas été plus raisonnable d'attendre un petit peu pour faire cette réforme et faire disparaître le tarif réglementé? Mais Parce que là, vous nous dites que c'est en Mais train de Pierre baisser, mais Devilleau- ça peut remonter dans quelques C'est pas lui, mois. Pierre Devilleau. Pardon. C'est Stéphane Oui, Dupont. pardon, Stéphane Dupont. Si les tarifs du gaz se remettent à remonter à l'automne, ce qui est possible, les Français vont avoir une facture qui va exploser. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus raisonnable d'attendre 1 an ou 6 mois? Mais que le tarif réglementé est fondé sur le coût du marché. C'est-à-dire que ce n'est pas le tarif réglementé qui protège les Français. Le tarif réglementé, il varie avec les marchés internationaux. Et les carburants, En pour ceux qui revanche, prennent leur voiture, pourquoi- Agnès En Pannier-Runacher. revanche, pourquoi nous avons pris la décision de prolonger le bouclier gaz jusqu'à la fin de l'année, précisément pour éviter ce phénomène où, si d'aventure le prix du gaz venait à augmenter au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, Donc alors, les Français sont préservés. les Français seront de toute façon préservés. Et je veux les rassurer ici sur ce Et nous point. sommes en période de pont pour ceux qui prennent leur voiture. Qu'en est-il des carburants? Alors, le prix du diesel est revenu à son niveau d'avant-guerre en Ukraine. Le prix, il était... Ça moi, dépend, j'étais à la ouais, pompe ouais, à Lens, voilà. il était à 1,62. Vous allez me dire, Lens, c'est un peu moins cher que Paris, je vous l'accorde bien volontiers. Et le prix du SP95 est un peu supérieur encore au prix d'avant-guerre. Ça va baisser? Ça continue à baisser, ça se stabilise. En tout cas, moi, je veux dire de manière très précise, j'ai exigé des fournisseurs et des distributeurs de carburant d'accompagner et de passer immédiatement les baisses des prix qu'on constate sur les marchés internationaux. Qui dit énergie aujourd'hui dit énergie propre, dit transition énergétique. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde ça dans le portrait global de l'Europe, est-ce que l'Allemagne n'est pas en train d'handicaper tous les efforts que font les autres pays européens en refusant le nucléaire de son côté? Est-ce que finalement l'Allemagne ne se retourne pas contre les pays européens qui prendraient cette question au sérieux? Eh bien ça, je propose qu'on en parle juste après la pause publicitaire parce que c'est un long chapitre, mon cher Mathieu Bock-Côté. Dans un instant, on retrouve la ministre de la Transition énergétique. Et notre invitée ce dimanche, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. On en venait au chapitre du nucléaire et c'est Mathieu Bock-Côté qui vous posait la question. Alors, la question a été posée avant la pause, je la reprends. Qui dit énergie propre aujourd'hui, transition énergétique. Mais la question de l'Allemagne se pose au cœur de l'Europe aujourd'hui avec son refus du nucléaire. Est-ce que l'Allemagne n'handicape pas tous les efforts faits par les autres pays européens pour assurer un passage vers l'énergie propre? Est-ce que le choix du charbon, en fait, n'est pas un choix contre les choix plus larges de l'Europe aujourd'hui? Alors, plusieurs choses. D'abord, je pense que la France, qui est très soucieuse de conserver une souveraineté, une indépendance sur ses choix énergétiques, peut reconnaître que l'Allemagne peut être dans la même attente de pouvoir faire ses propres choix énergétiques. Dès lors qu'on joue collectif, c'est-à-dire que chacun tienne ses trajectoires de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, si l'Allemagne arrive avec ses choix énergétiques à baisser ses émissions de gaz à effet de serre, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Par contre, là où la France est très claire, et là où moi je suis très claire vis-à-vis des autres pays européens, c'est qu'il doit avoir une neutralité technologique dans tous les textes européens entre ce qu'est le nucléaire et ce que sont les énergies renouvelables. Dès lors que nous devons lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, il faut faire les mêmes efforts selon les choix de chaque pays, mais il faut avoir le même type de législation pour le nucléaire et pour les énergies renouvelables. Sur le fond des choses, si je peux me permettre, en faisant le choix, l'Allemagne est tout à fait libre de sa souveraineté énergétique, très bien. Est-ce que dans les faits, si vous êtes plutôt favorable aux grands projets européens dans la Macronie, est-ce qu'on veut dire que de ce point de vue, l'Allemagne ne joue pas l'Allemagne d'abord contre l'Europe, qui a fait plus largement le choix du nucléaire, tout le moins d'un point de vue français? Alors aujourd'hui, vous avez effectivement 16 pays qui soutiennent le choix du nucléaire, et donc c'est plus d'un pays sur deux dans l'Union européenne. Mais vous avez d'autres pays qui, le Luxembourg, l'Autriche, l'Allemagne, ne souhaitent pas utiliser le nucléaire dans leur mix énergétique. Ça, c'est la situation. La France va continuer à développer du nucléaire et elle va faire avec le reste de l'Europe. Et c'est pour ça que j'ai lancé une grande alliance autour du nucléaire civil avec ces autres pays où nous allons ensemble accélérer le développement et la relance nucléaire. S'agissant de l'Allemagne, pour revenir sur ce sujet-là, l'Allemagne baisse ses émissions de gaz à effet de serre de près de 2% l'année dernière. Donc elle est sur sa trajectoire. Maintenant, il faut qu'elle accélère. Si elle tient sa trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, elle est dans le collectif. Et
moi, je souhaite que l'Allemagne, Elle effectivement... baisse ses émissions de gaz à effet de serre en rouvrant des centrales à charbon et en ayant un cimetière d'éoliennes à l'arrêt dans le nord du pays. Et alors, ça peut vous surprendre, mais ces résultats en fin d'année dernière, mais la France aussi baisse ses émissions de gaz à effet de serre. Je pense qu'il est important de dire à ceux qui nous écoutent qu'en dépit de la crise énergétique de l'année dernière et du fait que nous avons été privés du gaz russe pendant plusieurs mois et que nous avons dû recourir à d'autres énergies fossiles pour le remplacer, l'Allemagne a baissé de 1,9% ses émissions de gaz à effet de serre. La France les a baissées de 2,5%. Grâce au nucléaire par rapport à l'Allemagne qui n'en a pas. Alors, grâce au nucléaire, grâce surtout à quelque chose qui a très bien fonctionné. C'est la baisse de notre consommation d'énergie. Et la baisse de notre consommation d'énergie, c'est la baisse de notre consommation d'énergie fossile. Mais à quel point on accompagne le nucléaire? J'ai bien compris que vous avez fait une grande réunion justement sur cette énergie, mais on a quand même une première ministre qui a fermé Fessenheim. On a un président de la République qui, quand il était ministre de l'économie de M. Hollande, jouait d'alliance avec les Verts qui étaient contre le nucléaire. On a eu un ministre de l'économie dans le premier quinquennat qui s'appelait M. Hulot qui était contre le nucléaire. Je crois qu'il était ministre de l'écologie. De l'écologie, pardon, exactement. Les lapsus aujourd'hui, décidément, ça y va. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, tout d'un coup, comme il y a eu la guerre en Ukraine, on se dit finalement le nucléaire c'est génial. On oublie Tchernobyl, Fukushima, tous les garde-fous qu'avancent justement les Verts. Alors Pierre de Villeneuve, moi je suis rentrée au gouvernement en octobre 2018 et je n'ai cessé de porter la relance du nucléaire. Et je l'ai fait sous l'égide du président de la République. Et vous avez été écouté. Je prends quelques exemples. Juin 2019, je signe le contrat stratégique. J'étais alors côté économie et je m'occupais beaucoup d'industrie. Je signe le contrat stratégique de filière sur le nucléaire. Septembre 2020, plan de relance, le nucléaire fait partie des 5 secteurs prioritaires à relancer en matière industrielle. Octobre 2021, le plan France 2030, le plan pour déployer les filières du futur, les filières industrielles du futur, le nucléaire figure parmi les filières. Vous êtes combien dans l'exécutif à penser comme vous? Mais ces décisions, elles ont été prises par le président de la République. Elles ont été prises par les premiers ministres successifs. Je propose, il dispose. On peut changer d'avis, donc. Et je pense que depuis 2018, il est difficile de faire un procès au président de la République alors qu'il n'a cessé de réinvestir dans le nucléaire. Justement, bon, admettons que vous vouliez relancer le nucléaire, on en prend acte. Quand on voit le retard qui a été pris par Flamanville sur l'EPR, les Français sont quand même en droit de se demander, mais c'est bien, ils nous parlent de relance du nucléaire, mais est-ce qu'on va y arriver? Mais pour y arriver, il faut s'en donner les moyens. Et je crois que Flamanville... En fait, on a mis des milliards et des milliards à Flamanville et tous les 6 mois, on nous annonce que les travaux sont reportés, qu'il faudra attendre, les coûts ont explosé. C'était la même chose en Finlande avec l'EPR. Comment est-ce qu'on est encore aujourd'hui en France en mesure de relancer le nucléaire? Donc, je vais vous répondre. Pour relancer le nucléaire, il faut s'en donner les moyens. C'est ce que nous sommes en train de faire. D'abord, premier élément, vous avez aujourd'hui 3 EPR qui fonctionnent dans le monde. Nous sommes le seul pays à avoir construit de nouveaux EPR, enfin de nouveaux réacteurs de forte puissance en Europe depuis une vingtaine d'années. Le seul. C'est le réacteur de la Finlande. Et nous construisons 2 réacteurs, c'est EDF qui porte ce projet, au Royaume-Uni, avec un pays qui fait confiance au nucléaire, qui est le Royaume-Uni. 2 nouveaux réacteurs qui sont en chantier. Je suis allée visiter ce chantier il y a quelques semaines avec des députés et des sénateurs. Ça, c'est le premier point. On a pris les enseignements de ce qui s'est passé à Flamanville et des retards qui ont eu lieu, et vous avez raison de les mentionner, c'est exact, en Finlande. Ce qu'on observe, et ce qu'on sait d'ailleurs d'un point de vue industriel, c'est que lorsque vous construisez des objets aussi complexes que des réacteurs nucléaires, il faut stabiliser le design et il faut répéter ce geste. Il n'y a pas un manque de compétences aussi. Pardon, je vais aller jusqu'au bout. Il faut stabiliser la manière de le construire, c'est ce qu'on appelle le design, et il faut répéter ce geste de la manière la plus régulière possible. Il faut avoir un effet de flotte. Je vous donne un exemple. Entre le premier réacteur qui est construit aujourd'hui à Hinkley Point au Royaume-Uni et le deuxième réacteur, il y a 2 réacteurs, l'un à côté de l'autre. Vous avez déjà des gains de temps et de budget de 30%. Pourquoi? Parce que le premier est toujours le plus difficile. C'est celui qui prend le plus de temps. C'est celui où on est confronté à un certain nombre de difficultés techniques. Le deuxième, on rentre dans la répétabilité et ça devient plus facile. Et plus on continue à multiplier les réacteurs,
plus c'est facile, plus c'est rapide, plus la chaîne industrielle est organisée. Et c'est pour ça que j'organise cette alliance. Pas de la méthode Coué, là. Non, c'est pas de la méthode Coué, c'est ce qu'a démontré le plan Mesmer. Vous savez, moi j'ai travaillé plusieurs années dans l'industrie, c'est ce qu'on retrouve, alors à un niveau beaucoup plus massif dans l'automobile, mais c'est ce qu'on retrouve dans l'aéronautique. Agnès Pannier-Runacher, vous avez parlé d'EDF, c'est bien, puisque moi j'aimerais savoir quelle est la stratégie du gouvernement pour EDF. La semaine dernière, Luc Rémont a convié plusieurs ministres de Bercy, dont vous. Vous étiez prête à y aller, mais d'après les informations que j'ai, Matignon vous a stoppé net. Pourquoi est-ce qu'on vous a stoppé pour aller à cette réunion avec EDF sur l'avenir d'EDF? Alors, en l'occurrence, c'était une réunion technique, et donc on a souhaité faire cette réunion en 2 temps, c'est-à-dire laisser nos équipes aller en profondeur dans tous les enjeux d'EDF, qu'il s'agisse des trajectoires financières, des questions de disponibilité du parc, des questions de développement, avec l'ensemble de nos différents cabinets, et tous les cabinets participaient à cette réunion, pour pouvoir ensuite, avec Bruno Le Maire et moi-même, faire une réunion peut-être plus redressée. Ils sont passés 5 heures en réunion. Quel avenir pour EDF, Agnès Pannier-Runacher? Cet avenir, il est de faire d'EDF le bras armé de notre stratégie énergétique. C'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté sur cela. Mais de quelle façon? De quelle façon? Quelle entité? Quelle structure pour EDF? Alors, c'est pour ça que déjà, nous sommes en train de finaliser la montée au capital d'EDF, c'est-à-dire de faire en sorte qu'EDF soit une société 100% publique. Ça, c'est la première étape. On pourrait dire nationalisée? Je crois qu'elle était nationalisée. Il y avait 84% de capital public. Donc attention aux mots, il faut mieux nommer les choses. C'est pour ça qu'il vaut... À 100%, ça veut dire que nous faisons d'EDF le bras armé de notre politique énergétique. Avec Luc Rémont, ça se passe bien, parce qu'on a l'impression, c'est ce qui nous remonte, qu'il y a pas mal de tensions entre le gouvernement et le patron d'EDF. Il y a surtout des discussions, et ça c'est bien. Moi, je veux que les choses soient mises sur la table. Je veux qu'on affronte les difficultés, et nous le faisons avec Luc Rémont. Lorsque nous regardons dans le détail, moi, mes attentes, elles sont très claires. L'absolue priorité aujourd'hui, c'est l'excellence opérationnelle et c'est la capacité à produire plus d'électricité en France. Je rappelle que l'année dernière, nous avons produit, alors ce chiffre va peut-être pas parler à tout le monde, mais 100 TWh de moins qu'en 2021. Mais est-ce que dans l'exécutif... Pardon, je vais jusqu'au bout. 100 TWh de moins, c'est 30% d'électricité en moins. C'est absolument gigantesque. Et c'est ça aussi qui explique que nous étions dans une situation de tension énergétique pendant l'hiver. Prend conscience du fait qu'avec l'ouverture du marché de l'électricité, EDF a beaucoup pâti. Il a dû même payer pour ses concurrents. Pardon, ça n'a rien à voir avec la performance opérationnelle. Le fait de démarrer des maintenances et de les terminer dans les temps, le fait d'enchaîner les étapes dans les temps, le fait de coordonner les équipes n'a rien à voir avec le marché de l'électricité. Et je pense qu'il faut quand même le dire de manière nette. Ma prédécesseur avait lancé un audit sur l'excellence opérationnelle de l'EDF qui était arrivé avec des recommandations. L'objectif n'était pas de désigner des coupables, l'objectif était de trouver des moyens d'amélioration de la production d'électricité. Ce qu'on observe, ça commence à s'améliorer. Vous voyez bien que les annonces d'EDF sur la disponibilité du parc pour l'année prochaine sont meilleures que celles de l'année dernière. Mais ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est d'aller rechercher beaucoup plus de confort en termes de production d'électricité, notre indépendance, comme nous le disons sur la partie électricité, en produisant plus sur la base de notre parc nucléaire existant. Et ça, c'est possible. Et ça, c'est des mesures opérationnelles, c'est du travail, c'est des recrutements, c'est des ingénieurs, c'est des techniciens. Et je veux saluer aussi ici tous les collaborateurs d'EDF qui nous ont permis de passer l'hiver et de reconnecter dans les temps les centrales nucléaires. Il y a 2 pôles dans votre réflexion. D'un côté, il y a la capacité de production et de l'autre côté, les comportements individuels auxquels vous avez fait référence. Ça, c'est la transition énergétique. Justement. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le commun des mortels? C'est-à-dire quand on dit vous devez consommer moins d'énergie de la maison à la voiture et ainsi de suite, est-ce qu'en dernière instance, il n'y a pas quelque chose là-dedans d'un peu... presque d'un peu autoritaire en disant vous devez modifier votre manière de vivre? Est-ce que vous avez gouverné avec des peurs? Alors, je ne crois pas, bien au contraire. Nous avons passé l'hiver dernier en faisant des efforts de sobriété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on a fait attention au chauffage dans les bureaux, au chauffage... Non, c'est pas langue de bois, c'est l'équivalent de la production de 7 réacteurs nucléaires. C'est pas rien, 7 réacteurs nucléaires. Donc, c'est pas de la langue de bois, la baisse du chauffage dans les bureaux et le fait de faire attention à notre consommation d'énergie, à l'éclairage et à tous les usages de l'énergie. C'est très concret, bien au contraire. Et ce que nous avons fait, c'est mobiliser les grands acteurs. Nous avons commencé par dire il faut que les grandes entreprises,
Il faut que les grandes administrations, les ministères, les grandes collectivités locales s'y mettent. On ne peut pas demander aux Français, chez eux, de faire des efforts si nous, on ne fait pas ces efforts. C'est inacceptable. Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, est notre invitée. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. Avec Les Échos et CNews. Mathieu Boccoté, Stéphane Dupont. Pierre de Villeneuve. Retour sur le plateau du Grand Rendez-vous avec notre invitée, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Alors, il y a ce vœu, j'allais dire vœu pieux de la voiture populaire, de la voiture pour tout le monde, la voiture électrique à 100 €. Alors, je vais quand même aller voir différents concessionnaires pour une voiture électrique. Alors, j'ai par exemple une Renault Zoé sans apport pour 3 ans, c'est 350 € par mois. J'ai une Fiat 500 électrique, je me suis dit je vais prendre une plus petite. Sans apport pour 3 ans, avec pas tout à fait 270 km d'autonomie, c'est 450 € par mois. Pour une familiale, pour ceux qui ont des enfants, famille recomposée, etc., une Volkswagen ID.5 électrique familiale, c'est 800 € par mois avec un apport de 5 000 €. Qui a cet argent pour une voiture aujourd'hui, Agnès Pannier-Runacher? Aujourd'hui, vous avez raison de le souligner, la voiture électrique en elle-même est coûteuse. Et c'est pour ça que nous accompagnons les Français. C'est pas coûteux, c'est le prix d'une Rolls, là. Pas tout à fait, mais non, c'est pas le prix d'une Rolls, on va être clair. Non, mais bon, d'occasion. Pourquoi croyez-vous que le gouvernement, depuis 6 ans, a permis, avec des primes à la conversion et un bonus écologique, d'accompagner 1 million de Français dans le changement de leur voiture? C'est comme ça que nous faisons cette transformation. Est-ce que vous y arrivez? 1 million de véhicules, c'est pas rien. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le véhicule électrique est en train de prendre toute sa place dans le parc de voitures français. On a passé le cap des 1 million de véhicules électriques sur les routes. Et c'est là le fil que nous tirons. Il y a les flottes automobiles, il y a aussi les entreprises derrière. Oui, mais ça, je vous parle de particuliers, les 1 million de véhicules qui ont changé. Et vous avez raison de souligner. Donc hors flotte. Que par ailleurs, les flottes automobiles sont renouvelées en utilisant des... En verdissant les flottes. Exactement. Là, Emmanuel Macron, lui, ce qu'il a promis, c'est une voiture à 100 €. On n'est pas sur les chiffres que donnait Pierre, on n'est pas sur 450 €. À 100 € en leasing pour des foyers modestes. Comment vous allez financer un tel dispositif? Ça va coûter une fortune à l'État. Je viens de vous le dire, lorsqu'aujourd'hui un Français modeste veut acheter une voiture électrique, il bénéficie d'un bonus, de 7 000 €. Vous mentionnez des prix avec apport et sans apport. Rien que ce bonus de 7 000 €, il vous permet de diminuer considérablement le prix. On est loin du compte, là. On n'est pas à 100 € là. Si vous me laissez terminer, il permet de diminuer considérablement le prix du loyer payé chaque mois. Et effectivement, notre objectif, c'est de faire en sorte, en mobilisant les financements que nous avons déjà, et peut-être en donnant un coup de pouce additionnel, d'arriver à ces 100 €. Alors, on est sur des véhicules qui sont des petits véhicules. Vous mentionnez la Fiat 500. Renault, l'année prochaine, va produire sur le sol français une nouvelle R5 électrique. C'est ce type de véhicules qui ont vocation à bénéficier de ce dispositif. Mais pour l'instant, les voitures électriques, globalement, est-ce que c'est pas néanmoins la marque distinctive de l'aristocratie des grandes métropoles mondialisées? C'est le privilège des bobos, en quelque sorte. Pour l'instant. Je pense que c'est un peu moins caricatural que vous avez hésité avant de répondre quand même. Non, j'ai pas hésité. Je comprends que je souligne à gros traits, mais globalement, oui. C'est pas un marqueur de classe sociale en ce moment. Puis surtout, je vais me permettre un propos. Il y a 20 ans, les énergies renouvelables, tout le monde nous expliquait que c'était pas compétitif, qu'on dépensait inconsidérément de l'argent public. Aujourd'hui, du photovoltaïque, ça produit de l'énergie, lorsque c'est du photovoltaïque au sol, autour de 50 à 60 € du mégawatt. Tout ça, c'est l'investissement dans des filières qui ont dû se massifier, qui se sont développées. C'est exactement la même chose qui va se produire sur les voitures électriques. Et puis, on oublie une chose, c'est que la voiture électrique à l'usage, ça coûte beaucoup moins cher qu'une voiture qui fonctionne au carburant. Ça peut être une voiture chinoise. Ça reste à prouver. Ça va être une Dacia Spring. Ah non, c'est très largement prouvé. Ça reste à prouver. Ça dépend à quelle heure vous la rechargez, ça dépend dans quel parking, si c'est sur un lieu public, si c'est chez vous, etc. Je rappelle que le gouvernement, il fait bénéficier du bouclier énergétique les bornes de recharge. Donc, en fait, ça ne dépend pas ni de l'heure ni de l'endroit aujourd'hui, parce que nous avons modifié cet élément-là. Et je suis désolée, mais à l'usage, et ça c'est très clair et très prouvé, une voiture électrique coûte moins cher qu'une voiture thermique. Le moteur est un peu moins compliqué à entretenir et l'essence coûte plus cher que l'électricité.
Parlons de l'immigration, puisque Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Olivier Marleix, les dirigeants des Républicains, sont en une du JDD. Ils dévoilent leur plan pour lutter contre l'immigration, avec notamment à la clé la proposition d'un référendum constitutionnel. La loi Darmanin, elle, a pour l'instant disparu des écrans radars. Est-ce que c'est donc à la droite de vous montrer le chemin sur ce sujet ? Il me semble que la Première ministre a été très claire pour dire que la loi immigration serait présentée en Conseil des ministres avant l'été et poursuivrait... C'est vague avant l'été. Très clair. Il y a Avant quelques l'été, semaines, c'était pour l'automne. ça nous laisse très exactement un mois et demi, donc Oui. ça me semble assez précis. Bon, Ce chacun a sa lecture. texte, il existe. Ne regardez pas avec votre regard noir. Chacun a sa lecture. Agnès Non. Pannier-Runacher. Non, je pense que la Première ministre a été très claire sur le sujet, et le Président de la République également. Et vous savez que le ministre de l'Intérieur travaille à une loi qui soit équilibrée et qui permette à la fois, comme il le dit, d'être dur avec les passeurs et l'immigration illégale, et de faire en sorte aussi d'avoir des conditions d'accueil et de réponse aux demandeurs d'asile. Il faut surtout de la rapidité aujourd'hui. Mais Il ne faut pas laisser les gens entre deux eaux pendant des mois. C'est inacceptable d'un point de vue, je dirais, humaniste, et c'est inacceptable aussi en termes d'organisation du service public. Mais la question de l'immigration prend une grande place dans le débat public, il n'y a pas de doute là-dessus. Le président de la République, envisageant la consultation de la population, dit le référendum, c'est pour plusieurs sujets, mais pas pour l'immigration. On ne peut pas utiliser le référendum sur la question de l'immigration. Alors qu'il y a une demande qui monte de la société en la matière. Pourquoi l'idée de pas de référendum sur l'immigration? Pourquoi cette interdiction? Alors, là aussi, je suis contrainte de vous renvoyer à la Constitution, parce que notre Constitution ne prévoit pas de pouvoir organiser de référendum sur ce type de sujet. D'ailleurs, Olivier Marleix le dit également. Les référendums tels que c'est prévu dans la Constitution, c'est sur les services publics, c'est sur les traités internationaux. C'est pour ça qu'il faut revoir la Constitution pour organiser un Mais référendum. dans le contexte... Mais donc, dans ce cas-là, il faudrait modifier et avoir 2 tiers d'accord. Oui, mais parfois, est-ce qu'il ne faut pas faire un effort supplémentaire? Bon. Non, mais je pense qu'il faut être sérieux, en fait. De quoi parle-t-on? Donc, ils On sont va pas pas sérieux. faire un référendum pour dire qu'on est tous contre l'immigration illégale. Donc Retailleau, Ciotti et Marleix, ils ne sont pas sérieux. C'est ce que vous dites ce matin. Non, c'est pas ce que je dis, puisque vous avez Olivier dit, il faut être Marleix sérieux. lui-même reconnaît que la Constitution ne le permet pas. Non, ce qu'il faut aujourd'hui, Ça s'arrête pas là. c'est travailler contre l'immigration illégale, c'est faire en sorte de déployer plus de moyens. Et c'est très exactement ce que fait Gérald Darmanin. Lorsqu'il déploie 280 gendarmes et policiers à la frontière italienne avec des drones pour faire en sorte qu'il y ait moins d'immigration illégale qui rentre sur les territoires français et qu'on augmente de 20% l'arrêt de cette immigration, c'est efficace. Et c'est les chiffres du premier trimestre. Donc moi, je préfère aux gens qui ont des grandes idées de réforme constitutionnelle, de référendum, dont on ne sait pas très bien à quoi ça s'appliquerait, agir sur le terrain. C'est ce que nous faisons avec la police, avec la gendarmerie et aussi avec la justice. Mais Madame la Ministre, le projet de Gérald Darmanin, la réforme qui va être soi-disant présentée à l'été, qui va la voter? Parce que les LR, dans l'interview de ce matin, ils sont très clairs. Ils disent, si c'est le texte tel qu'il nous a été vendu, nous, on votera la motion de censure si c'est présenté au 49.3. Avec quelle majorité allez-vous faire passer ce texte? Alors, comme les 24 ou 25 textes que nous avons passés, on va trouver des majorités de projets. Moi, je ne peux pas laisser dire ici que le gouvernement ne passe pas de texte. C'est faux. C'est pas ce qu'on a dit. Mais je vous réponds. Je vous pose la question À sur chaque celui-ci. texte qui passe, moi, on m'a fait la question sur... J'ai passé 3 textes loi au immigration, Parlement. alors- À chaque texte qui passe, on nous dit, mais avec qui allez-vous la voter? Ah oui, mais Et c'est il la se raison pour trouve- laquelle la loi immigration, qui aurait déjà mais dû voir le jour, n'a pas Il se été tout de trouve suite qu'on la vote. présentée. Il se trouve que chaque texte qui Parce a que vous été étiez présenté... court sur la majorité. Chaque texte. Borne nous a expliqué qu'il n'y avait pas de majorité sur ce texte. Elle l'a dit il y a quelques pour ça semaines. qu'on Je vais attend. essayer d'aller jusqu'au bout de mon propos. Oui. Chaque texte qui a été présenté au Parlement a été voté. Il y a eu une exception qui est la loi de programmation des finances publiques. La seule exception, c'est une loi de programmation, donc il n'y a pas le même caractère, je dirais, contraignant que les autres textes. Donc oui, on va trouver une majorité de projets. Il faut Mais de la comment? concertation, il faut du travail en amont. C'est ce sur quoi s'applique Gérald Darmanin. Et moi, je suis confiante sur ces Mais est-ce que sujets-là. vous convenez qu'aujourd'hui, l'immigration n'est pas maîtrisée en France? Je crois qu'on n'est pas aveugle ni sourd. On voit bien qu'au niveau européen, il y a un afflux supplémentaire de personnes en situation illégale qui veulent rentrer sur le territoire européen. Vous savez, quand vous avez tout perdu dans votre pays, vous êtes prêt à tout
pour essayer de construire un avenir meilleur pour vous et votre famille. Et donc, il y a un vrai travail à faire sur ce sujet-là. Un vrai travail dans les pays de départ. D'ailleurs, on parle de transition énergétique, mais l'enjeu de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est aussi de faire en sorte que des personnes qui vivent aujourd'hui dans des pays qui sont très vulnérables au changement climatique, qui sont dans des situations de sécheresse qui durent, qui sont dans des situations où ils ne peuvent pas se nourrir, tout simplement parce que l'agriculture ne fonctionne plus du fait du changement climatique, puissent rester et vivre dignement. C'est aussi ça sur lequel nous travaillons avec le président de la République. Fixer les populations dans leur continent plutôt que... Et lorsque le président de la République, au G7, prend des initiatives sur la forêt, sur l'agriculture, sur le réchauffement climatique, c'est aussi de ça qu'il parle. Vous voyez, il n'y a pas de réponse qui soit blanc et noir comme on veut nous le faire croire. Merci Madame la Ministre. Merci Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, d'avoir été notre invitée ce matin. Tout de suite, vous retrouvez vos programmes sur Europe 1 et sur CNews. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen.